bienvenue dans cette édition. Au sommaire de cette mi-journée, ce 24 janvier 2025 marque la commémoration des 51 ans de l'attentat de Sarakawa à Sarakawa sur les lieux du sinistre. La cérémonie a été marquée par un dépôt de gerbes présidé par le chef de l'État fort Esazimna Nyasingbe au mausolée de Sarakawa en mémoire des victimes, tout un symbole de résilience à suivre également. La vision du chef de l'État fort Esazimna Nyasingbe de rapprocher les services de soins de qualité des populations où qu'elles se trouvent se concrétise au Togo. Le président de la République vient d'ouvrir l'hôpital Dr Lafié annexe de Kara après celui de Lomé en avril 2023. Et dans le même registre, le chef de l'État a visité le centre des maladies infectieuses de Kara ce vendredi. Un centre de prise en charge adapté de ces maladies et des épidémies dans la partie septentrionale du pays qui sera bientôt opérationnel. Tout est presque fin prêt pour sa mise en service. Et puis, la région de la Kara dispose désormais de son comité de concertation État-secteur privé. Une plateforme qui renforce la coopération entre l'État et les opérateurs économiques de la région pour favoriser le développement du pays conformément à la vision du chef de l'État, Fort Esazimna Nyasingbe. Voilà donc pour les titres. Et voici le 13h de ce samedi 25 janvier 2025 et c'est en direct sur la télévision togolaise. Ce vendredi, le peuple togolais a commémoré le 51e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Le 24 janvier 1974, le père de la nation, feu général Nyasingbe Eyadema, a été victime d'un accident provoqué. Il est heureusement sorti indemne du crash, mais plusieurs Togolais y ont laissé leur vie. Ce 24 janvier 2025, la cérémonie commémorative au lieu de l'accident a été présidé par le chef de l'État, Fort Esazimna Nyasingbe. Nous vous proposons de suivre d'abord les images de son arrivée sur les lieux. « 24 janvier 2025, une date qui marque ou qui rappelle un moment crucial. Le 51e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, événement majeur dans l'histoire du Togo. Feu président général Nyasingbe Eyadema a survécu miraculeusement à un crash alors que certains femmes et hommes défenseurs de l'intégrité territoriale y ont laissé leur vie. Et ce vendredi après-midi, la mobilisation a été grande à Sarakawa pour rendre hommage aux victimes. Cérémonie présidée par le chef de l'État fort Esazimna Nyasingbe qui avait à ses côtés le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les présidents plutôt des institutions de la République, les députés à l'Assemblée nationale et bien d'autres. On fait le point depuis Kara. Sarakawa évoque un événement douloureux pour le peuple togolais. Le 24 janvier 1974, le général Nyasingbe Eyadema, père de la nation togolaise, voyageait à bord d'un de ses 3 présidentiels. L'avion a eu un crash ici à Sarakawa, crash qui s'est révélé être un attentat. Le père de la nation qui était visé a eu la vie sauve. Malheureusement, certains vaillants Togolais y ont laissé la leur. Chaque année, à la date anniversaire, ces bénéfices sont honorés. Comme chaque année, le chef de l'État a présidé la cérémonie de ce jour. À Sarakawa a été construit un mausolée en mémoire de ceux qui ont péri dans l'accident. À 15h37, l'heure du drame, le chef de l'État, Fort Esazimna Nyasingbe, a procédé au dépôt de gerbes dans le mausolée.
Le soir de l'accident, pour rassurer les Togolais qu'il est en vie, le général Eyadema a fait un message à la nation. L'assistance a pu réécouter ce message. Chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie, mais légèrement blessé. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons devant leurs dépouilles mortelles et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo. L'attentat de Sarakawa a permis aux Togolais de réaliser que le père de la nation est un homme qui aime son pays et a refusé de le trahir. Exécutant la sale besogne conspirée suite au refus du père de la nation de céder à la tentative de corruption d'1,5 milliard de francs CFA et d'un château en Europe. Ainsi, pour sacrifier les intérêts nationaux au profit de son compte personnel, l'avion alla s'écraser en ces lieux sur un sol broussaillé hors de la piste d'atterrissage. Dans les heures qui ont suivi cet odieux attentat, le message du feu président général Gnassingbé Eyadema, retransmis par les médias, vint rassurer le peuple togolais, qui s'est réjoui de cette bataille remportée et s'est résolument mobilisé derrière son timonier national. Cet attachement, le peuple togolais l'a démontré sur le trajet par la route Kara-Lomé qu'effectua le miraculeux de Sarakawa le 2 février 1974. Excellence, Monsieur le Président de la République, la commémoration du 24 janvier nous offre l'opportunité d'honorer la mémoire de nos compatriotes tombés au champ d'honneur. Oui, de nos martyrs. Ah oui, ils sont morts dans la chair, mais ils sont et demeurent vivants pour toujours dans la mémoire collective de la nation togolaise. À cet effet, nous leur rendons hommage pour ce sacrifice suprême qui rappelle à nous tous l'importance de la loyauté, du patriotisme, du respect des valeurs civiques et citoyennes, mais surtout de l'intégrité et du refus de la corruption. Pour le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, 51 ans après, les paroles pathétiques révélatrices d'un esprit de fermeté, d'engagement et de patriotisme du père de la nation constituent un socle d'inspiration. Il a évoqué les actions et initiatives de développement intégral, inclusif, participatif et le leadership national et international du chef de l'État, Faure Sozomna Gnassingbé. J'en voudrais pour preuve les bons offices que vous avez conduits avec succès au niveau de la sous-région, consolidant ainsi la position du Togo comme un acteur incontournable dans la recherche de la paix et de la stabilité en Afrique. Nous nous souvenons encore tous de vos efforts déterminants dans la gestion de la crise qui oppose la CEDEAO aux États membres de l'Alliance des États du Sahel à travers votre diplomatie discrète mais efficace. Vous avez avec dextérité su rétablir le dialogue entre ces deux blocs. Sur le plan national, grâce à votre politique d'ouverture et de concertation, vous avez su instaurer plusieurs cadres de dialogue et de concertation entre les citoyens togolais
notamment le cadre permanent de concertation qui permet aux acteurs politiques de discuter des sujets d'intérêt national et de faire des propositions à votre Excellence. Votre engagement pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent incarne la détermination du Togo à défendre sa souveraineté et à protéger ses citoyens face à cette menace sous-régionale. Votre présence aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la région des Savanes le 25 décembre 2024, jour de fête, dénote de votre indéfectible engagement à protéger la République togolaise contre les menaces internes comme externes. Ce geste fort symbolique renforce la confiance entre l'État et ceux qui veillent nuit et jour à la sécurité de nos concitoyens et à l'intégrité du territoire national. Le ministre a salué la politique de décentralisation qui a permis au pays de connaître ses premières élections régionales avec la mise en place des conseils régionaux et la tenue bientôt des élections sénatoriales, traduisant la mise en place progressive des institutions de la Ve République. Plusieurs chorales ont animé cette cérémonie du 51e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Même cérémonie observée également à Lomé ce vendredi à la place des martyrs. La nation s'est rappelée de ses dignes fils et filles par un dépôt de gerbes en leur mémoire. Et là, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Caliste Batosti Madjoulba, qui a représenté le chef de l'État-fort et Sazimna Nyasingbe. Urisha Mega, reportage. Temps fort qui ravive l'histoire du peuple togolais touché par une tragédie il y a 51 ans. 51 années déjà que feu président général Gnassingbé Yadéma, alors à bord de son avion, survit miraculeusement à un crash survenu à Sarakawa, dans le nord du Togo. Un accident orchestré par des forces du mal hostiles à la politique de nationalisation du président. Un événement dans lequel certains hommes et femmes, vaillants défenseurs de l'intégrité territoriale, ont laissé leur vie. Des années passent et la nation tout entière ne cesse de rendre hommage mérité aux victimes. Hommage symbolisé ici par le dépôt de gerbes au pied de la stèle des martyrs pour saluer la mémoire des valeureux fils de la nation tombée pour la libération économique de la patrie. Au devant, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Cette commémoration annuelle est l'occasion de célébrer la résilience et le courage qui ont permis au Togo de se relever et de tracer sa propre voie. Une voie de paix, de réaffirmation identitaire et de l'unité nationale voulue par l'apôtre de paix,
qu'était feu président général Gnassingbé Yadéman. Une dynamique maintenue par le chef de l'État Faure Gnassingbé Gnassingbé dans sa quête d'un Togo de plus en plus sécurisé, où règne tranquillité et vivre ensemble. Une nation dans laquelle chaque citoyen jouit d'une sécurité sans pareille et vaque librement à ses occupations. Ceci reste le vœu de toute la nation et de ses fils. Cérémonie présidée à Lomé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'ambassadeur Caliste Batossié Madjouba, au nom du président de la République Faure Gnassingbé Gnassingbé. Cérémonie observée également dans les chefs-lieux de région. Le 24 janvier 1974, cela fait déjà 51 ans que feu général Gnassingbé Yadéman a été victime d'un attentat à Sarakawa. L'événement marque un tournant décisif dans l'histoire économique de notre pays. Comment a-t-il impacté la vie et le tissu social de notre pays? Question au cœur d'une conférence publique tenue ce jeudi au Palais des Congrès de Kara. Reportage de Ekwesala. Salle comble au Palais des Congrès de Kara pour revisiter l'histoire impressionnante de feu président Gnassingbé Yadéman, l'homme qui a survécu à l'attentat de Sarakawa il y a 51 ans. Membre du gouvernement, enseignants-chercheurs, étudiants et autres forces vives de la nation étaient au rendez-vous de cette conférence publique pour revisiter le parcours exceptionnel de cet homme d'État dont l'héritage continue de marquer la mémoire collective des Togolais. L'une des richesses du Togo était le phosphate, qui était exploité par une société appelée la CTMB, mais qui était entre les mains de la finance internationale, notamment française. Le Togo, en 1957, n'avait que 1% de part dans cette société. En 1969, donc, le président Yadéman engagea des discussions pour essayer de monter la part du Togo dans cette compagnie. Ces discussions se sont soldées par un échec en 1974 et le président Yadéman décida d'aller plus loin et menaça de nationaliser la CTMB si jamais les négociations échouaient. Les négociations échouent. Et le lendemain de l'annonce de cette volonté de nationalisation, donc il a fait l'annonce le 23, le lendemain, le 24, lorsqu'il cherchait à rallier Epia, son village natal, son avion fit l'objet d'un accident. Mais en réalité, lorsqu'on a commencé par chercher, on s'est rendu compte que c'était loin d'être un simple accident. Il s'agissait véritablement d'un attentat pour liquider physiquement le président Yadéman. Fort heureusement, il sort indemne de cet attentat et le 2 février, donc 2 semaines plus tard, dans un retour triomphal, il annonce donc la nationalisation de la CTMB dont la part devient 100% propriétaire du Togo. La conférence a mis l'accent sur le rôle joué par cette nationalisation dans le développement du Togo. Elle a notamment permis au pays de disposer de ressources importantes pour relancer son économie, mais aussi d'engager de grands travaux de développement encore visibles aujourd'hui à travers de nombreuses infrastructures. Sur le plan des infrastructures, l'on nota la construction des hôtels dans toutes les préfectures et régions du Togo. L'on nota également la volonté du chef de l'État de désenclaver tout le territoire togolais. La nationale numéro 1 a été construite durant cette période et ouverte totalement en 1980. Les pistes rurales ont été également ouvertes. Il a cherché également à rapprocher l'école des citoyens et créa dans toutes les villages et dans tous les cantons, les écoles primaires, les CG dans tous les cantons du Togo et les lycées dans toutes les préfectures du Togo. Sur le plan de la santé, il multiplia les centres de santé
créa des centres d'excellence pour permettre de prendre à cœur la santé des citoyens. Le président Gnassingbé Eyadema était également connu pour son attachement à la préservation de la paix et de la stabilité nationale. Son parcours incarne le dévouement absolu d'un homme envers sa nation. Patriotisme, don de soi et sens du devoir, telles sont les valeurs qui ont marqué son leadership. Des valeurs que la jeunesse togolaise est aujourd'hui invitée à intégrer dans son quotidien. Les jeunes ne sont pas suffisamment informés de ce qui s'est passé. Au-delà du 24 janvier que nous célébrons, c'est ce renouvellement de l'appel des jeunes à être patriotes, à être prêts pour mourir pour la nation, parce que personne ne viendra construire le Togo à notre place. Et la construction du Togo mérite des sacrifices. Et nous rappelons constamment que le 24 janvier a été un moment important de sacrifice de soi. Et pour l'occasion, un moment d'animation remarquable a été minutieusement exécuté par le groupe Colombe de la Cosa, transportant le public au cœur de l'histoire profonde du Togo. Une manière de rendre hommage au président Eyadema, pour qui la sauvegarde de la culture représentait également un combat essentiel. Ce rendez-vous mémoriel s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 20e anniversaire du décès du père de la nation. Il a également été l'occasion d'inviter chaque Togolais à marcher sur les traces de cet homme d'État qui a su placer le Togo sur la voie du développement. Aujourd'hui, cet héritage est préservé et renforcé par les plus hautes autorités du pays, positionnant le Togo comme une destination privilégiée pour les investisseurs internationaux. La région de la Kara dispose désormais de l'annexe de l'hôpital Dr Lafayette inauguré ce 24 janvier 2025. Le centre a été officiellement ouvert par le chef de l'État-fort, Essazuna Gnassingbé, et à son arrivée sur le site, le président de la République a été accueilli avec ferveur par des populations venues nombreuses pour l'occasion. Je vous propose les images de l'arrivée du chef de l'État sur le site de Dr Lafayette annexe de Kara. Suivez plutôt.
L'hôpital de référence Dr Lafayette se rapproche ainsi des populations après l'inauguration de l'établissement à Lomé en avril 2023. C'est au tour donc de la région de la Kara d'accueillir son propre centre hospitalier. L'infrastructure a été officiellement inaugurée ce vendredi 24 janvier 2025 par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Une concrétisation de sa politique de santé, surtout de qualité pour tous. On retrouve encore Ekwesala. L'hôpital Dr Lafayette, désormais plus proche des populations de la région de la Kara. C'est le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, qui a officiellement ouvert les portes de ce centre hospitalier qui devient une solution essentielle pour la prise en charge de certains traitements complexes et analyses autrefois difficiles à réaliser dans la région. L'établissement est doté de 4 unités modernes, l'imagerie et biologie médicale, l'hémodialyse, l'ophtalmologie et l'odontostomatologie. Le préfet de la COSA, au nom de la population, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour l'installation de cet hôpital dans la région après celui de Lomé, inauguré en avril 2023. Votre engagement, Monsieur le Président de la République, traduit votre abnégation au service de votre peuple à travers ce énième projet d'envergure, des grands travaux, des chantiers de développement durable dans notre région pour le bien-être de tous et qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Il n'y a pas très longtemps, des experts nous disent ouf pour beaucoup d'analyses qui s'effectuaient par le passé à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est une réalité visible et palpable dans notre pays grâce à vous. C'est l'illustration parfaite du souci constant du président de la République de traduire par des actes tangibles et palpables le bien-être sanitaire de tous les Togolais. C'est le lieu ici de vous rendre un hommage mérité pour ces actions qui serait fastidieux de citer. Ce nouvel établissement hospitalier ambitionne d'offrir des soins de qualité à la population de la région de la Kara et de ses environs, tout en réduisant les disparités géographiques en matière d'accès aux services de santé. Le projet porté par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a nécessité une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA. Le directeur général de la CNSS, Ingrid Awade, a rassuré le président de la République quant à la gestion efficace de l'hôpital en ligne avec la politique sanitaire du pays. Dr Lafayette Kara va sensiblement contribuer au renforcement de l'offre de soins médicaux de qualité et à l'amélioration de l'ensemble du système de santé de la région et de notre pays. Il se positionne ainsi en complémentarité totale avec les différentes structures sanitaires de la région pour répondre aux besoins de diagnostic en imagerie et en biologie pour le compte de ces structures, plus particulièrement pour le CHU Kara, de par sa proximité. Je voudrais donc ici remercier, saluer l'engagement de tous les partenaires techniques qui nous ont accompagnés. En effet, ils ont su saisir la portée humaine, sociale et économique de ce projet. L'impact économique en emploi généré par Dr Lafayette Kara est à la fois direct par la création d'emplois directs, recrutement, et indirect, Excellence Monsieur le Président de la République. Je vous renouvelle toute ma très haute gratitude pour cette opportunité qui a été donnée dès l'origine à la CNSS de participer à la réalisation de cette vision essentielle axée sur le développement et le bien-être individuel et collectif des Togolais et à la modernisation des infrastructures de notre pays. Ensemble, avec les membres du conseil d'administration de la CNSS et ceux de la société de gestion hospitalière SOGEP, nous veillerons à garantir une bonne qualité de service rendu à une rentabilité conformément à votre vision de départ. La création de l'annexe de l'hôpital Dr Lafayette à Kara illustre une fois encore la volonté du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé,
de rapprocher les soins de santé des populations. Avec ces équipements de pointe, cette infrastructure va considérablement améliorer la qualité des soins dans la région et au-delà. Inscrit dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, ce projet témoigne de l'engagement constant du gouvernement à placer la santé et le bien-être des populations au cœur de ses priorités. Ce joyau constitue un grand apport pour le système de soins de santé de tout le septentrion du Togo. Il va contribuer significativement à l'amélioration de l'offre des services de santé et de soins de qualité à toute la population du septentrion, estimée à environ 3 millions d'habitants, notamment dans la prise en charge des patients souffrant de l'insuffisance rénale et nécessitant une dialyse, des pathologies ophtalmologiques nécessitant des soins de pointe, des pathologies odontostomatologiques nécessitant également des soins de pointe. L'unité d'imagerie et de laboratoire d'analyse médicale seront également un atout particulier pour les praticiens de la sous-région pour des besoins de diagnostic précis et rapides. Je voudrais souligner tout particulièrement la présence dans les équipements de radiologie d'un appareil d'IRM de haut champ, la toute première machine de cette puissance installée au Togo, qui permettra d'affiner les diagnostics. La réduction drastique du délai de prise en charge permettra une célérité et une meilleure efficacité des soins, ce qui va ainsi baisser la mortalité hospitalière, un indicateur important de mesure de tout le système de santé de notre pays. L'hôpital Dr Laffié de Kara, que nous inaugurons aujourd'hui, incarne pleinement cette vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en rendant possible un accès facile et abordable à des services de santé modernes pour toute la population. La Caisse nationale de sécurité sociale envisage d'étendre le modèle de Dr Laffié à toutes les régions du Togo. L'inauguration de l'ANES de Kara annonce la prochaine construction de celle de Dapan. Cette démarche vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de santé en rendant les soins accessibles à l'ensemble de la population. Avec ce projet ambitieux du chef de l'État, les évacuations sanitaires seront réduites et le taux de mortalité en baisse dans le pays. Hôpital Dr Laffié. Renforcer le système sanitaire de la région avec pour objectif d'améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population conformément à la vision du chef de l'État fort et Sazuna Nyasingbe. Des infrastructures modernes équipées d'appareils de dernière génération. La particularité des services disponibles à l'hôpital Dr Laffié annexe de Kara nous est présentée par Ekwesala. Hôpital Dr Laffié annexe de Kara. Il a fallu 16 mois pour ériger cette infrastructure de 4 blocs et un cœur central qui s'élève sur une superficie construite de près de 3000 m². Équipée de matériel de dernière génération, cette annexe de l'hôpital Dr Laffié offre des services innovants dans 4 domaines principaux: imagerie et biologie médicale, hémodialyse, ophtalmologie et odontostomatologie. L'établissement est doté d'équipements modernes capables de fournir des diagnostics précis et pointus. Dans l'hôpital Dr Laffié à Bachan, nous avons une IRM de 1,5 Tesla. Donc c'est pour vous dire la précision d'un instrument et d'un appareil de ce type. Ensuite, nous avons un scanner de 64 barrettes qui permet de faire des analyses de très grande précision. Et vous savez très bien qu'il faut aussi entrer dans le dépistage d'un certain nombre de pathologies des femmes. Et nous avons une mammographie
et une radio numérique. Tous ces équipements-là sont des équipements de dernière génération qui permettent de faire des diagnostics très très poussés et permettent d'anticiper. L'unité d'hémodialyse comporte 4 chaises d'hémodialyse dans les salles communes et puis 2 chaises dans 2 unités à chambre individuelle. Nous avons également un sous-sol qui est plus technique, et donc qui comprend donc, des éléments de stockage, des éléments techniques de fonctionnement du site et aussi des salles pour les extensions, pour pouvoir mettre d'autres unités de diagnostic, d'autres unités selon les besoins des populations. Quand je prends l'IRM, on va jusqu'à voir les détails du cœur, les détails du cerveau, ce qu'on n'avait pas ailleurs. Et ça, c'est important, il faut le souligner. Et quand on parle de scanner aussi, vous voyez très bien. Ensuite, la radio numérique, par exemple. La radio numérique permet d'avoir une utilisation aisée et réduit la durée d'exploitation de l'équipement. Ça veut dire quoi? Avec des équipements standards et habituels, s'il faut faire 10 radios dans une journée, ici, on est en mesure d'en faire 20. Parce qu'on est avec des équipements beaucoup plus rapides et qui donnent des résultats beaucoup plus rapidement. Et adossé à l'informatique, un système d'information hospitalière qui permet de coordonner le fichier sanitaire et avoir à tout moment le fichier de votre santé. L'unité d'hémodialyse de ce centre a démarré ses activités le 6 janvier 2024 et connaît déjà un taux de fréquentation impressionnant. En quelques semaines seulement, une 50aine de patients ont bénéficié des soins spécialisés offerts par cette unité. L'hémodialyse, c'est ceux qui ont des compensations au niveau des reins. On les aide à remonter. Et donc, vous voyez, depuis l'ouverture de ce centre, il y a déjà des gens qui sont sous dialyse, qui sont soignés ici. Ça, ce sont les pathologies qui sont soignées dans ce centre. Maintenant, au niveau du diagnostic, quand on parle de laboratoire, dans un laboratoire, vous venez avec tout type de pathologie. Et ici, il y a les équipements de pointe pour pouvoir aller sur des pathologies ou des dosages ou des recherches de très grand niveau que généralement on dit, on prend les échantillons, on envoie à Lomé ou on envoie ailleurs ou parfois à l'étranger. Donc on est en mesure de faire ces analyses-là localement. À l'instant T, nous n'avons pas d'hospitalisation à part les personnes qui viennent en hémodialyse. Et donc c'est beaucoup plus un centre de diagnostic, le diagnostic le plus précis possible, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir prendre des décisions et pour que les praticiens puissent vous recommander les meilleurs soins qui sont disponibles ici ou à Dr Lafia et dans les autres CHU de notre pays. Avec ce nouveau centre, fini les analyses et certaines consultations qui étaient autrefois réalisées à des centaines de kilomètres de la ville de Kara. En plus d'un personnel hautement qualifié, l'hôpital Dr Lafia de Kara se veut un centre au service du bien-être et de la santé des populations. Grâce à ces équipements modernes, Dr Lafia Agnès de Kara confirme son ambition de révolutionner le système de santé de la région et de répondre efficacement aux besoins de la population. Santé toujours, un centre spécifiquement dédié aux maladies infectieuses a été construit à l'entrée sud de la ville de Kara. Ceci pour une prise en charge adéquate. Le centre est déjà équipé et sera très bientôt opérationnel. Mais bien avant sa mise en service, le centre des maladies infectieuses de Kara a reçu la visite du chef de l'État Faure Esazimana Gnassingbé ce vendredi. Ce qui témoigne une fois encore de la place qu'occupe le secteur de la santé dans la politique de développement du pays prônée par le président de la République, Nestor Mouzou, depuis Kara. Le chef de l'État, Faure Esazimana Gnassingbé, au centre des maladies infectieuses de Kara. Tous les travaux sont achevés, il ne reste que sa mise en service. C'est en octobre 2021 que le chantier a été lancé. L'initiative de la construction du CMI de Kara a été prise par le président de la République lors de la survenue de la pandémie de la Covid-19 en réponse au manque de structures de prise en charge adéquates dans la partie septentrionale du pays. De plus en plus, nous sommes menacés par des épidémies de grande envergure comme la Covid-19. Il y a la maladie de Lassa également, donc au nord, qui survient souvent à des périodes. Et nous pensons que ce centre va jouer donc essentiellement deux rôles. En temps normal, c'est un centre de maladies infectieuses, mais en temps d'épidémie, il a la capacité de prendre en charge tout ce qui est épidémie. Donc nous avons tout le dispositif qu'il faut, et notamment les soins intensifs. Ça, c'est très important pour donc
les personnes qui vont souffrir de détresse respiratoire, ça nous permet rapidement de les prendre en charge et d'éviter ou de réduire la mortalité donc, chez ces personnes. Alors, nous avons ce centre avec une capacité de 43 lits. Hospitalisation côté homme comme côté femme, ça fait en tout 28 lits. Au niveau des soins intensifs, nous avons une dizaine de lits avec un centre de triage et d'évaluation avec une capacité de 5 lits. Donc ça nous fait les 43 lits. Et je pense qu'avec ce que nous avons maintenant, nous sommes capables donc d'avoir des références même venant des 3 régions, c'est-à-dire la région de la Kara, la région des Savanes et la région centrale. L'accent de la conception est placé sur l'assurance efficace des risques en garantissant des flux unidirectionnels, un zonage approprié et un espacement suffisant. Cette conception est basée sur les principes de contrôle selon les directives de l'OMS sur la prise en charge des maladies infectieuses. Elle tient compte de certains éléments essentiels. Quand vous arrivez dans ce centre de maladies infectieuses, vous avez des zones. Il y a ce qu'on appelle la zone à haut risque ou la zone rouge, c'est-à-dire là-bas c'est le personnel dédié aux soins avec un équipement adapté qui travaille là-bas. Vous avez une partie, la zone dite verte, tout le monde peut arriver là sans problème. Et vous avez aussi une zone de transition que nous appelons la zone jaune, où on peut, donc après la zone à haut risque, se désinfecter facilement, se réhabiller et puis aller maintenant vers la zone verte. Le CMI de Kara comprend 10 blocs. Entre autres, le service de triage et de dépistage, la direction administrative, financière et point d'accès à la zone rouge, l'unité de soins intensifs, le service d'hospitalisation, la pharmacie et zone technique, la buanderie, l'unité centrale de stérilisation, la conservation des corps et le traitement des déchets. Des clôtures et des barrières extérieures séparent les différentes zones afin d'en restreindre l'accès et de garantir l'atténuation efficace des risques. L'ouvrage a été construit et équipé grâce au financement de l'État togolais, de la coopération allemande KfW et de l'ONG Santé Intégrée. Coût total, près de 2 milliards de francs CFA. Avant de repartir du centre, le président Faure Essozomna Gnazingbe a salué une foule enthousiaste. La paix et la sécurité, autre priorité du chef de l'État. En 2024, le Togo, sous les orientations du président de la République Faure Essozomna Gnazingbe, a intensifié ses efforts pour renforcer la résilience des populations et sécuriser ses frontières, notamment dans le nord Togo, où la région des Savanes est confrontée à des défis sécuritaires. Sur le terrain, l'opération militaire Koundouari fait ses preuves, de même que bien d'autres initiatives pour la tranquillité des citoyens. On fait le point avec Urich Amiga. C'est sans doute la démarche qui aura le plus marqué les esprits aux dernières heures de l'année 2024. Le chef de l'État, chef des armées Faure Essozomna Gnazingbe, aux côtés des forces de défense et de sécurité dans les savanes. Geste fort pour témoigner son soutien et sa confiance aux forces de défense et de sécurité du poste de commandement opérationnel de Koundouari et du poste de combat avancé de Bamonté. La démarche confirme l'engagement sans cesse du président de la République à sécuriser le territoire contre toute occupation des groupes armés. Et ce n'est qu'une initiative parmi tant d'autres depuis la première incursion dont le Nord a fait objet. Le pays met alors en place une opération de sécurisation des frontières et des populations. Avril 2023, l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes a été prorogé pour une durée de 12 mois, permettant ainsi aux forces de défense et de sécurité de mener des opérations renforcées pour protéger les populations. En décembre 2024, un nouveau poste de contrôle frontalier a été inauguré à Tamong, à la frontière avec le Ghana, afin de renforcer la surveillance et la sécurité dans cette zone sensible. De plus, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a contribué à l'amélioration des postes frontaliers de Pognon et Tamong, fournissant des équipements destinés à renforcer la sécurité et la gestion des frontières. À toutes ces initiatives porteuses s'ajoute le PURS, Programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes, qui a poursuivi ses actions en 2024 avec des résultats tangibles. Parmi les réalisations notables,
L'aménagement de 125 km de pistes rurales a permis de désenclaver plusieurs localités, facilitant ainsi l'accès aux services de base et au marché. De plus, 302 forages équipés de systèmes de pompage solaire ont été installés, améliorant l'accès à l'eau potable pour les communautés locales. Par ailleurs, une nouvelle phase d'assistance a été lancée en septembre 2024, ciblant plus de 12 000 ménages vulnérables, soit environ 63 000 personnes réparties dans 170 localités des 7 préfectures de la région. Cette initiative vise à fournir un soutien alimentaire et sanitaire aux populations affectées par l'insécurité. Le bilan des programmes mis en œuvre au cours des années est tout de même reluisant. Ils ont permis de renforcer la résilience des populations face aux chocs sécuritaires et économiques. Les infrastructures réalisées telles que les pistes rurales et les forages ont amélioré les conditions de vie et l'accès aux services de base. Les efforts de sécurisation ont conduit à une baisse de la fréquence des attaques dans la région, contribuant ainsi à une meilleure protection des populations. La résilience et la sécurité dans la région des Savanes en 2024 a été l'une des batailles au plus haut sommet de l'État. Les programmes d'urgence et les opérations de sécurisation ont produit des résultats probants, témoignant de l'engagement du chef de l'État à protéger et soutenir les populations vulnérables. Un engagement illustré en décembre dernier avec la mise en place de l'opération dénommée Kéligou, qui signifie vigilance en langue locale. Déployée sur toute l'étendue du territoire national, elle vise à garantir la sécurité des citoyens avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Restons toujours dans le Nord Togo. La région de la Kara dispose depuis ce jeudi 23 janvier 2025 de son comité régional de concertation État-secteur privé. Une plateforme d'échange qui imprime la vision du chef de l'État fort Essaouzmouna Gnassingbé dans le renforcement de la coopération entre État et secteur privé. Elle a pour objectif principal de consolider la synergie d'action entre les deux parties pour favoriser le développement du pays. Ekwesala, reportage. C'est une nouvelle page de l'histoire économique de la région de la Kara qui s'écrit avec le lancement officiel du comité régional de concertation État-secteur privé. Ce comité servira désormais d'outil clé pour renforcer le partenariat entre l'État et le secteur privé à l'échelle locale. Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'était d'installer formellement le comité régional de concertation dans le ressort territorial de la région Kara. Et cela participe aussi de la politique de décentralisation du chef de l'État qui donc vise à réduire la fracture territoriale dans notre pays, permettre aussi une meilleure appropriation des enjeux du dialogue public-privé et de la culture du dialogue public-privé au niveau des acteurs à la base. Le comité régional est la déclinaison de l'architecture centrale. Et donc le comité régional aura pour mission d'animer le dialogue public-privé, de recueillir les préoccupations et de faciliter une appropriation des enjeux du dialogue au niveau des acteurs à la base. Le gouverneur de la région de la Kara, Komla Aditaou, s'est réjoui du choix de la Kara pour abriter ce comité qui servira de pilote pour les autres régions du pays. Selon le secteur privé, le succès des missions de ce comité dépendra de la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations présentées au ministre de l'économie et des finances lors de cette rencontre. Notre paquet de propositions concerne la fiscalité. La première chose, c'est la réforme concernant la création de l'OTR même. La création de l'OTR, qui est une ambition et un choix stratégique majeur des plus hautes autorités de notre pays, a formulé des ambitions et des objectifs. Nous souhaitons que ces ambitions et ces objectifs-là soient déclinés et mis en œuvre dans leur totalité. La deuxième chose dans la fiscalité, ce sont les promesses de la réforme de 2018 qui avait deux ambitions majeures. La première, c'est la simplification du corpus fiscal. Et la deuxième, c'est la réduction du nombre des taxes et impôts. Le ministre de l'économie et des finances a exprimé la volonté du gouvernement de trouver des solutions durables
aux différentes préoccupations exposées par le secteur privé. 2025 commence dans une bonne ambiance avec l'installation de l'antenne régionale, donc du cadre de concertation État, secteur privé dans la région de la Kara. Donc je crois que les débats que nous avons eus, que nous aurons au niveau national, ces débats-là vont se retrouver au niveau régional pour fluidifier effectivement les réflexions et pour permettre dans la région de la Kara de prendre en compte les différentes préoccupations propres à la région de la Kara, de les remonter et ensemble voir comment nous pourrons trouver des solutions. M. Dao a fait beaucoup de doléances. La réduction des taxes et impôts, là, c'est un grand débat. C'est vrai, le privé, c'est les affaires, mais l'État, c'est les impôts. Et nous essayons d'avoir l'impôt juste. L'impôt juste, c'est que ce que vous devez payer, il faut payer. Le privé estime des fois que certaines taxes doivent être éliminées, réduites. Bon, le débat continue. Nous cherchons des ressources pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles. S'il n'y a pas les impôts, on ne peut pas faire tout ça. Mais c'est avoir des impôts vraiment justes. Ne pas étrangler le privé, et ça, c'est ce qu'on fait, mais demander quand même au privé aussi des efforts là où il faut faire ces efforts-là. Le comité de concertation État-secteur privé a été mis en place en 2017 par le chef de l'État, Faure Essozimna Nyasingbe, dans le but de renforcer la confiance mutuelle entre les acteurs publics et privés. Les opérateurs économiques de la région de la Kara font désormais de grands espoirs sur ce nouveau cadre de concertation, convaincus qu'il permettra une meilleure écoute de leurs préoccupations et une réponse adaptée à leurs attentes. Religion à présent, le Togo abrite depuis mercredi dernier la 3e édition de la conférence internationale d'Alliance des femmes des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. 15 pays sont à Lomé pour prôner l'unité de l'Église. Un défi aujourd'hui pour les chrétiens. Yasmine Kodia, reportage. La 3e édition de la conférence internationale d'Alliance des femmes des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, AFADAO, a regroupé plusieurs associations des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Libéria, du Burkina Faso, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Mali, du Sénégal. Entourées des autorités administratives et religieuses, ces femmes à cœur vaillant et dynamiques venues de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sont ici pour partager et porter haut l'unité des chrétiens. Cette unité, selon les responsables, est le secret de tout succès. C'est le ministère des Femmes du Togo qui a organisé au nom de la FADAO. Nous avons commencé par mobiliser les femmes à participer à cette conférence. Et nous avons envoyé aussi des correspondances dans différentes régions pour que toutes les femmes soient au courant de la tenue de cette conférence. C'est une rencontre qui permet à toutes ces femmes des Assemblées de Dieu de se mettre ensemble. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème qui porte sur l'unité, parce que nous constatons aujourd'hui que Satan s'évertue à diviser l'Église et affaiblir l'Église. Et nous, femmes, nous pensons que si nous nous mettons ensemble, nous allons remporter de grandes victoires et le nom du Seigneur sera glorifié. Cette collaboration et unité apportent la stabilité pour toutes les communautés et les nations. La présidente de la FADAO, celle du Togo ainsi que les autorités religieuses ont salué la bravoure et la mobilisation des femmes d'AFADAO présentes à la rencontre. Nous voulons que ces femmes soient attentives à ces enseignements, qu'elles prennent vraiment à bras le corps ces enseignements pour que cela soit bénéfique pour elles. Parce que la plupart de celles qui sont là sont des leaders à leur niveau.
Et si elles prennent à bras le corps cet enseignement, et si elles assimilent bien, c'est pour relayer l'information. Le président national de l'Église des Assemblées de Dieu et des différents pasteurs représentant les équipes invitées ont remercié et rendu gloire à Dieu pour cet événement qui a réuni les femmes dans un même esprit en ce lieu béni. Ils ont exhorté les femmes à s'engager effectivement pour le bonheur de leur communauté. Pour le bonheur des communautés, le bonheur n'épargne pas non plus nos amis parieurs. Les résultats Loto Sam tirage numéro 396 de ce samedi 25 janvier 2025. Il s'agit des numéros 24, 50, 74, 05, 72 avec bonus 22. Je reprends, il s'agit des numéros 24, 50, 74, 05, 72 et bonus 22. Fin de cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi, particulièrement du côté de Kara. Bel après-midi à tous sur La Première.